Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire Financer son plan d'action où nous allons vous présenter un état des lieux des dispositifs d'aide mobilisables. Je suis Véronique S, d'EcoCO2, chargée de mission pour le programme EVE en Nouvelle-Aquitaine. J'anime ce webinaire avec Stéphane Gérard, chargé de mission à EcoCO2, mais pour le Grand Est. Nous aurons le plaisir d'accueillir durant ce webinaire Marie Porotto de la société Stedis et Bénédicte Duport de la société Subventis. Stéphane, je te redonne la main. Bien, merci Véronique. Bonjour à toutes et à tous. Alors, comme à chaque fois, avant de poursuivre, je vous rappelle qu'en cas de souci technique, vous pouvez cliquer sur le bouton « Aide ». Vous pouvez télécharger le support de cette présentation en cliquant sur le bouton nuage et vous pourrez retrouver ce webinaire en replay sur la chaîne YouTube du programme EVE. Enfin, vous pourrez aussi poser vos questions dans la rubrique questions prévue à cet effet. Alors, le déroulé de la présentation est prévu comme suit. Dans les premières et deuxièmes parties, Véronique et Madame Porotto présenteront les aides au niveau européen et national. Dans la troisième partie, je passerai en revue les différents dispositifs régionaux. Et enfin, dans la dernière partie, Madame Duport nous expliquera comment constituer son dossier de demande de subvention. Alors, avant de passer la parole à Véronique, nous tenons à préciser que cette présentation est une photo des aides disponibles à l'instant T. En effet, les dispositifs sont nombreux, parfois complexes, et nous avons tenté d'être le plus exhaustif possible. Cependant, si des dispositifs n'apparaissent pas, nous vous prions de nous en excuser par avance. Voilà, donc je laisse sans plus attendre la parole à Véronique et à Madame Porotto qui vont nous parler des aides européennes et nationales. Alors, nous allons donc démarrer par les aides européennes. Nous avons conservé trois grands programmes, celui de l'AFIF, Horizon Europe et le FEDER. Alors, juste un petit rappel sur le financement donc par l'Union européenne. On a des financements directs qui sont gérés directement par l'Union européenne et qui prennent donc la forme d'aide, mais surtout sur des projets. Donc, on a des appels à propositions ou des appels à projets. La plupart des possibilités de financement sont destinées à des projets de collaboration. Donc, on n'obtient pas d'aide directe et unique. La deuxième façon de gérer les fonds, c'est une gestion partagée. Donc, c'est un partenariat avec les autorités nationales et régionales. Ça, c'est à peu près 80% du budget de l'Union européenne et on y trouve, par exemple, le FEDER. Enfin, on a les financements indirects, là, qui sont gérés directement par les autorités nationales et régionales et on y retrouve tous, en général, les grands projets d'infrastructure. Alors, l'AFIF. L'AFIF, c'est la facilité pour les infrastructures de carburant alternatifs. Et dans le cadre du mécanisme de l'interconnexion en Europe, 2 appels à projets ont été publiés, qui se clôturent le 19 janvier 2022. Ça concerne un déploiement de points de recharge électrique et de ravitaillement en hydrogène, ainsi que des points de recharge GNL dans les ports maritimes et fluviaux. Mais ça doit absolument se positionner sur le réseau transeuropéen de transport. Cet appel à projet, le premier, est assez intéressant puisqu'il permet le financement de contributions unitaires, c'est-à-dire de points de charge uniques. Il y a quand même 2 conditions. Il faut que le point de charge fasse minimum 150 kW et puisse monter et que d'autres points de charge puissent monter jusqu'à 350 kW. Ça concerne donc les véhicules légers pour pouvoir approvisionner plusieurs véhicules et les poids lourds. Les contributions vont de 20 000 à 40 000 euros par point de charge, sachant que dans la réponse, il est quand même préférable de se regrouper peut-être avec d'autres entités ou alors d'avoir un besoin pour mettre en place plusieurs points de charge et il y a peu de chances qu'un seul point de charge soit financé dans cet appel à projet. Enfin, le deuxième appel à projet est un plus gros programme sur une infrastructure complète, donc vraiment sur un réseau de recharge électrique et là, on est dans le cadre d'un financement de 30% des coûts. Il est important à noter que dans ces 2 appels à projets, les points de recharge et stations pour le transport routier doivent absolument être accessibles au public.
Le deuxième grand programme que l'on voulait évoquer, c'est le programme Horizon Europe. Donc, ce programme prend le relais de Horizon 2020. On a donc le pôle climat, énergie et mobilité qui représente plus de 15 milliards et de mémoire la mobilité à 6 ou 7 milliards. Donc, ça concerne la destination 5 d'Horizon Europe. C'est les solutions propres et compétitives pour tous les modes de transport. Donc là, il est indispensable de mettre en place un partenariat avec un consortium. Il y a même une exigence pour qu'il y ait 2 ou 3 pays européens qui fassent partie du consortium. Là, on est vraiment dans un domaine d'innovation, de recherche. Donc, on peut peut-être y trouver un intérêt par rapport à l'expérimentation de prototypes, mais on ne trouvera pas dans ce genre de programme des déploiements de concepts sur tout un territoire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les appels à projets pour Horizon Europe se réaliser tous les 3 ans. Donc, il y en a une partie qui vient d'être terminée. Donc, dans moins de 3 ans, il y en aura des nouveaux. Et un exemple, par exemple, de projet qui s'est réalisé avec Horizon 2020, donc le prédécesseur d'Horizon Europe, c'est le corridor hydrogène en Occitanie. Enfin, le FEDER, donc le Fonds européen de développement régional. Donc, ce fonds cible essentiellement les PME. Son objectif, c'est de corriger les déséquilibres entre les régions dans les pays en Europe. On a 2 domaines qui peuvent être très intéressants pour un plan d'action dans le secteur des transports. C'est donc favoriser le développement des technologies de l'information et de la communication. C'est tout ce qui est en lien avec le numérique. Et le soutien, c'est soutenir aussi la transition vers une économie à faible émission carbone. Alors, je voulais vous donner 2 exemples en Nouvelle-Aquitaine pour la période passée 2014-2020. Donc, puisque c'est les régions qui font des propositions à l'Europe avec une feuille de route et en fonction donc de la validation par l'Europe, elles obtiennent les budgets pour le FEDER. Et la Nouvelle-Aquitaine avait retenu donc le numérique et l'efficacité énergétique des bâtiments. Et on y trouve le chèque numérique pour les entreprises. On a parallèlement dans le FEDEC l'initiative REAC qui est en lien avec le plan de relance européen. Donc c'est pour 2021-2023. Là, on peut y trouver des financements intéressants. Mais alors, il faut toujours faire un lien avec la crise quand même, puisque c'est un plan de relance. Mais on peut y trouver des financements, par exemple pour l'installation d'énergie renouvelable, des panneaux photovoltaïques, des éoliennes. Il y a une exigence, c'est que ça doit être pour de l'autoconsommation. Et on a aussi des financements dans le cadre de la rénovation énergétique des bâtiments privés. Alors aujourd'hui, on n'a pas encore assez de précisions sur les nouveaux fonds pour le FEDER 2021-2027. Il y a encore des négociations en cours. Mais ce qui devrait être conservé, c'est tout ce qui est en lien avec les capacités numériques des entreprises et l'efficacité énergétique des bâtiments tertiaires. Alors, voilà pour l'Europe. Maintenant, on va faire un tour d'horizon sur les aides nationales. On va développer tout ce qui est en lien avec la prise en charge des coûts, les C2E, les primes. On verra aussi les outils de diagnostic et prêts. Et enfin, les aides pour le multimodal. Alors, la prise en charge des coûts. Donc, on y trouve tout ce qui est en lien avec la taxation des carburants et énergie, puisqu'on a un remboursement partiel de la TICPE sur le gazole. On a aussi une taxe qui est plus faible pour le gaz naturel. Et pour l'énergie électrique, là, on n'a aucune taxation à l'usage du transport. Ensuite, on trouve les incitations fiscales. Donc là, on a l'exonération sur la TVS. Donc la TVS, elle est calculée à partir de 2 composantes, la composante CO2 et la composante polluant atmosphérique. Donc les carburants alternatifs au diesel peuvent permettre donc de baisser la composante CO2, sachant qu'aujourd'hui, pour les véhicules électriques, que ce soit à batterie, à hydrogène, ils sont totalement exonérés de la TVS. Les hybrides rechargeables, par contre, ont une baisse de la TVS uniquement pour la composante CO2. Et il y a une autre condition, c'est qu'ils doivent avoir des émissions inférieures à 50 grammes de CO2 au kilomètre.
Ensuite, on se trouve aussi une prise en charge en lien avec l'amortissement pour les véhicules de société. Donc, habituellement, on a 40% de la valeur du véhicule avec une limite de 18 300 €. En cas de l'achat d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable, le plafond est relevé et varie donc en fonction des émissions de CO2. Ça peut aller jusqu'à 30 000 € donc pour la limite de l'amortissement, 30 000 € pour les véhicules qui émettent moins de 20 grammes de CO2 par kilomètre et 20 300 € pour ceux qui ont un taux d'émission égal ou supérieur entre 20 et 50 grammes. Pardon. Je me mélange entre les grammes et les euros là. On a également un suramortissement pour les poids lourds. Donc ça permet à nouveau une déduction exceptionnelle sur l'assiette de l'impôt sur les sociétés. Il est prolongé jusqu'au 31/12/2030 et pas 32 parce que sinon il serait éternel. Donc ça concerne les véhicules neufs qui ont un PTAC de plus de 2,6 tonnes et ça concerne les carburants comme le D95, le B100 exclusif, attention, le GNV, le biogaz, l'électrique, l'hydrogène et le mélange GNV biodiesel. On a donc un taux de déduction sur la base d'imposition qui va de 20 à 60% et qui est fonction donc du PTAC du véhicule acquis. Enfin, on a l'exonération de la taxe sur la taxe grise, une exonération de la taxe sur la carte grise. Donc là, c'est une taxe qui est perçue au profit des régions et donc le montant peut varier en fonction de la situation géographique. Il est aussi conditionné à la puissance fiscale du véhicule. On a une exonération totale ou partielle. Là, il faut aller le vérifier. Il y a un site très bien par rapport pour les cartes grises. Donc, on a une exonération totale ou partielle en fonction des régions. Donc, pour les carburants, pour le D95, le B100, le GNV, le GPL et l'hybride. Depuis le 1er janvier 2020, tous les véhicules électriques ou utilisant une combinaison des deux sont exonérés à 100% dans toutes les régions. Je vais laisser la parole à Marie Porotto, donc qui va vous présenter les C2E. Marie, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Marie Porotto, je suis responsable commerciale C2E pour Stedis. Alors, on va vous présenter les C2E. Le dispositif, c'est un dispositif qui a été mis en place en 2005. Il y a deux acteurs, les obligés, qui ont une obligation de générer des économies d'énergie à travers des bénéficiaires qui, eux, les réalisent. Les bénéficiaires doivent faire appel aux obligés pour valoriser leurs actions afin de toucher leurs primes en euros. Donc, l'ADEME a mis en place des fiches standardisées. On va les survoler rapidement. Donc, à chaque fiche, vous avez des conditions d'éligibilité. Donc, vous allez avoir les poids lourds, tout ce qui est télématique embarqué pour les transports de marchandises ou de personnes, tout ce qui est produits additivé, la partie éco-conduite également pour les transports de personnes et marchandises, tout ce qui est intermodal, rail-route, fluvial-route, le stop and start, la gestion des pneumatiques, la gestion externalisée. On va parler surtout de la construction d'un dossier. J'ai pris en exemple le poids lourd parce que c'est l'opération la plus fréquente et la plus simple aussi à monter. Déjà, avant tout, il faut signer une convention de partenariat avec un obligé pour pouvoir prétendre au C2E. Une fois que vous avez signé votre convention de partenariat, vous allez pouvoir démarrer vos actions, acheter vos actifs. En preuve, on va vous demander un document d'engagement. Donc, ça peut être un bon de commande, un devis, une proforma. Un document d'achèvement, donc un contrat de crédit bail, contrat de location ou une facture d'achat. Il y aura toujours une preuve supplémentaire. Là, en l'occurrence, pour un poids lourd, on va vous demander une carte grise. Toutes les opérations, que ce soit pour une poids lourd, télématique, éco-conduite, il y aura toujours un document d'engagement, un document d'achèvement et des preuves supplémentaires. Pour le temps consacré au dossier C2E sur l'année, moi, ce que je dis à mes clients, c'est bien de consacrer une journée ou une demi-journée par semestre sur vos dossiers pour réunir toutes les pièces et nous les envoyer. Donc, tout est dématérialisé. Donc, tout s'envoie par mail à un interlocuteur dédié.
6 mois, c'est bien parce que ça vous permet de ne pas oublier de dossier ou de camion, de refaire le point avec nous, parce qu'il y a un délai pour déposer vos dossiers aussi, donc c'est dommage de les perdre. Donc, un point tous les 6 mois, c'est très bien. Une fois qu'on a reçu vos preuves par mail, on va générer des documents, une attestation sur l'honneur, un tableau récap avec vos numéros de châssis pour les poids lourds. On va les faire valider par votre revendeur qui va nous valider comme quoi votre camion est bien éligible. Tout se fait par signature électronique, il nous le valide. Derrière, vous signez vous aussi en tant que bénéficiaire. On dépose votre dossier à l'ADEME, en PNC2E. Et une fois que votre dossier est déposé, vous recevez la prime directement sur le compte de la société sous 60 jours. Et voilà pour la partie C2E. Merci beaucoup, Marie, pour ces explications. Alors, moi, je vais revenir sur les aides nationales, puisque nous sommes toujours dans cette partie. Et après avoir vu la prise en charge des coûts et les C2E, nous allons voir les primes. Alors, la première prime dont on peut parler, c'est le bonus écologique, donc qui est financé par l'État. C'est une aide à l'achat ou à la location d'un véhicule électrique, hydrogène ou hybride, rechargeable neuf. On a un dispositif général et un dispositif exceptionnel donc, qui s'est inséré pour les poids lourds. Donc, on a une aide du 2 roues, donc dès le vélo, que ce soit hybride, ainsi que les vélos cargo. On a des aides pour les véhicules légers, pour les camionnettes, pour les poids lourds marchandises et pour les poids lourds voyageurs, donc autobus et autocars. Donc, l'aide va de 250 € à 50 000 € donc pour le poids lourd marchandises. Donc, il est important de savoir aussi que le bonus écologique est cumulable avec la prime à la conversion et la demande de bonus peut se faire soit via le concessionnaire lors de l'achat, qui vous avance le montant de l'aide, soit vous pouvez directement aller sur le site de primealaconversion.gouv. Excusez-moi, excusez-moi. Le prime à la conversion, c'est le même site pour le bonus et la prime à la conversion. Alors, concernant maintenant la prime à la conversion, donc là aussi, c'est un financement de l'État. C'est une aide à l'achat ou à la location d'un véhicule peu polluant en échange de la mise au rebut d'un véhicule. Donc, les montants vont de 2 500 à 9 000 €. Ça concerne les 2 roues, les voitures particulières légères et les camionnettes. Alors attention, par contre, le véhicule mis au rebut doit avoir la première immatriculation avant 2011 pour le diesel et avant 2006 donc pour l'essence. C'était cumulable aussi avec le bonus écologique, comme je vous l'avais précisé précédemment, et donc la demande de prime, c'est le même processus, c'est via le concessionnaire ou directement sur le site Prime à la conversion. On a dans le cadre de la prime à la conversion 2 autres dispositifs, une surprime dans les zones à faible émission mobilité. Donc ça concerne les personnes morales qui sont établies dans les zones à faible émission mobilité, qui ont bénéficié d'une aide attribuée par la collectivité. Et elles bénéficient donc du coup d'une surprime versée par l'État du montant identique, mais dans une limite de 1 000 €. Ensuite, on a le dispositif rétrofit, donc pour électrifier un ancien véhicule thermique. Là aussi, ça concerne les 2 ou 3 roues, les véhicules légers particuliers et les camionnettes. Donc là, c'est la transformation d'un véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible. Et l'aide s'élève de 2 500 à 9 000 €. Ensuite, toujours dans les primes, on a la prime Advenir. Donc, le programme Advenir finance au travers de primes le déplacement d'infrastructures de recharge. Ce programme est piloté par l'AVER. C'est le principal dispositif de financement des infrastructures de recharge de véhicules électriques en France. Donc, il propose une aide financière pour l'installation de bornes de recharge. Les montants, donc, pour les poids lourds, les flottes de poids lourds, ça va de 2 960 à 18 000 €. Donc, vous voyez, ça dépend de la puissance de recharge de la borne.
On a donc aussi une autre prime dans le cadre d'Advenir pour les flottes de véhicules et de salariés, donc sur des parkings privés, où là, on a donc des bornes beaucoup moins puissantes et l'aide s'élève à 960 € par borne. Enfin, la petite dernière prime, c'est GRDF qui offre, qui finance le flocage pour les véhicules au gaz, donc à hauteur de 3 000 €. Dans les diagnostics, on a aussi Diag Ecoflux qui est financé par BPI France. Donc là, c'est un outil de diagnostic, c'est un accompagnement de 18 mois avec un expert qui vous permet d'analyser les pratiques de l'entreprise, de mettre en place un plan d'action, de le mettre en place une fois qu'on l'a déterminé et surtout aussi de pouvoir l'évaluer. Donc c'est intéressant, ça permet de réaliser un état des lieux des économies durables potentielles, de réduire ses pertes en énergie, en matière, en déchets, en eau et d'optimiser ses coûts. Après l'aide, le coût du Diag Ecoflux, donc du diagnostic, donc s'élève pour l'entreprise à 2 000 – 3 000 €. Dans le cadre, là, c'est aussi le tremplin pour la transition écologique. On a le prêt vert qui est financé par l'ADEME et BPI France. Donc, ce prêt, c'est une aide pour financer la mise en œuvre d'un projet de transition écologique et énergétique. On a plusieurs thématiques, sachant que les projets peuvent concerner, le titre du prêt, c'est favoriser la mobilité zéro carbone pour les salariés, les marchandises et les produits. Donc, c'est un montant de 10 000 à 1 million d'euros. Donc, ça vous permet de financer des investissements matériels et immatériels. Ça peut aussi vous aider dans l'augmentation d'un besoin en fonds de roulement. Et en fait, ça permet de compléter un financement extérieur. Pour le multimodal, on a deux grands plans. On a le plan d'aide au report modal 2018-2022. Donc avec 3 volets. Le premier volet concerne une subvention pour faire une étude logistique afin d'étudier les possibilités de recourir au transport fluvial. Le volet B va permettre donc de financer l'expérimentation étudiée dans l'étude de transport par voie fluviale. Donc l'aide aujourd'hui, elle a évolué, donc peut atteindre 100% des surcoûts engendrés par la phase de test. Et le volet C donc va participer au financement d'équipements de manutention donc pour pouvoir soutenir les investissements d'un projet fluvial. Le deuxième plan, c'est le plan d'aide à la modernisation et à l'innovation de la flotte, donc toujours dans les mêmes échéances. Là, c'est accessible pour les propriétaires de véhicules fluviaux, que ce soit marchandises et passagers. Et donc, ce plan donc est destiné à favoriser l'adaptation de la flotte fluviale aux exigences environnementales des clients. Enfin, dans le fluvial, on a aussi le dispositif des C2E. On y trouve donc la possibilité d'avoir une aide C2E pour l'acquisition d'une unité de transport intermodal neuve qui est dédiée au transport combiné fluvial-route. Et on a aussi d'autres fiches qui permettent d'obtenir des aides pour l'acquisition des véhicules fluviaux. Pour le ferroviaire, alors on a le nouveau plan de soutien au fret ferroviaire qui s'élève à 170 millions d'euros, donc qui va rentrer en vigueur dès 2022 jusqu'en 2024. Donc je n'ai pas réussi à trouver trop de détails sur le dispatching de tous les montants. Donc il y a quand même des éléments très intéressants, dont la prise en charge à hauteur de 50% des péages dus par les opérateurs de fret à SNCF Réseau. Ça, c'est pour rendre compétitif le ferroviaire par rapport à la route. On a aussi des fonds qui vont être réservés pour les wagons isolés et l'offre multilo. On aura aussi des fonds pour tout ce qui est en lien avec l'exploitation des services des transports combinés. Et enfin, on a des fonds qui vont être dédiés donc aux autoroutes ferroviaires. Là aussi, dans le fret ferroviaire, on a la possibilité de recourir au dispositif DC2E. Donc, Marie avait abordé la fiche par rapport à la TRA EQ101 pour le ferré. Et il existe aussi d'autres fiches C2E qui permettent donc d'acquérir des véhicules ferroviaires.
Enfin, pour terminer, c'est une aide, donc une aide à l'investissement, investissement là pour la mobilité hydrogène. C'est financé par la Banque des Territoires qui dépend de la Caisse des dépôts et consignations. Donc là, c'est un investissement, donc une participation, un investissement minoritaire au capital d'une société qui aurait été constituée par rapport à un projet en lien avec des points d'avitaillement en hydrogène pour les véhicules routiers, ferroviaires ou maritimes, et aussi donc pour la location de véhicules. Donc là, c'est aussi une direction intéressante donc par rapport à des projets qui nécessiteraient de gros financements. Je vais donner la parole à Stéphane, donc, qui va vous faire un état des lieux des aides locales. Eh bien, oui. Après les aides européennes et nationales, nous allons, dans cette partie, donc, faire un tour d'horizon des aides mobilisables au niveau local. Donc, celles-ci sont accordées tout d'abord, bien sûr, au niveau régional. Ici, donc, on peut voir les différentes régions qui proposent des dispositifs d'aide aux entreprises. Alors, on peut remarquer que, en tout cas, on n'en a pas répertorié, mais les aides ne sont pas disponibles dans les régions Bretagne, Hauts-de-France, Grand Est et Centre-Val de Loire. Alors, bien évidemment, cela ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas dans un avenir proche. Effectivement, je rappelle ce qu'on disait en introduction, les dispositifs bougent rapidement et tout ça est vrai à l'instant T. Et va être appelé à évoluer rapidement. Donc les aides concernent pour la plupart l'axe véhicule et la conversion des flottes vers une motorisation plus propre utilisant les énergies alternatives. Elles portent sur le financement du surcoût d'un véhicule roulant grâce à une énergie propre, GNV, électrique, hydrogène, par rapport à un véhicule diesel. Alors les montants vont varier en fonction de la taille des entreprises, des PTAC ou encore de la durée d'utilisation des véhicules. Alors, certaines régions vont prioriser une énergie plutôt qu'une autre. C'est le cas des régions Pays de la Loire, Aquitaine et Occitanie, où les aides portent sur l'acquisition ou la location de véhicules roulant exclusivement au GNV. Alors, à noter qu'en Occitanie, cela se fait suite à un appel à projet qui a été lancé par l'ADEME, et c'est la société Seven qui a été lauréate de cet appel à projet en 2018 qui gère les fonds d'aide de l'ADEME. Donc, c'est une particularité régionale en Occitanie. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune des aides par région, ça serait un peu trop fastidieux dans un format webinaire, mais vous pourrez retrouver cette présentation et vous pourrez revoir l'ensemble des critères attribués à chacune de ces aides. Alors ici, c'est pour le GNV. Dans les régions Occitanie, Normandie, Bourgogne-Franche-Comté, ainsi qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, l'accent est plutôt mis sur le déploiement des véhicules roulant à l'hydrogène. À noter qu'en Bourgogne-Franche-Comté, le dossier est à déposer avant le 31 décembre, mais la personne en charge du dossier dans la région m'a confirmé que ce délai sera très certainement allongé. À noter également qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, l'aide attribuée peut être cumulable également avec une aide européenne. Dans les régions PACA et Île-de-France, les aides vont être déployées de façon plus générale, sans être ciblées prioritairement vers une énergie ou une autre. En effet, les différentes énergies sont prises en compte dans l'acquisition d'un véhicule propre, qu'il soit électrique, hydrogène ou GNV. En Île-de-France, l'aide concerne également la conversion d'un véhicule thermique. Donc voilà les différentes aides qu'on peut retrouver au niveau des régions, en tout cas les aides qu'on a pu répertorier. Le deuxième niveau d'aide est attribué par les métropoles. Alors ici apparaissent les dispositifs également là, que l'on a pu répertorier sur le territoire national. Alors, ça peut paraître faible en nombre de dispositifs, mais en tout cas, cela peut s'expliquer par le fait que le Code général des collectivités, au travers de l'article L 1511-2, oblige les collectivités qui souhaitent proposer des aides aux entreprises à demander une délégation de compétences à la région. Donc, ce n'est pas toujours évident, pas toujours facile à mettre en œuvre. Ceci peut expliquer peut-être aussi cela.
Alors, les dispositifs que nous avons pu lister sont disponibles sur le Grand Lyon pour l'aide à l'acquisition ou à la location d'un véhicule propre. À Grenoble, Alpes Métropole, où là, ça va être une aide à l'achat d'un véhicule moins polluant. À Toulouse Métropole, qui va aider au remplacement d'un véhicule polluant. Donc, chacune des aides porte un nom différent, mais dans l'ensemble, ce sont principalement les surcoûts par rapport à un véhicule diesel qui sont financés. Et puis, à chaque fois, c'est conditionné à la taille de l'entreprise, à un PTAC, à la localisation, bien entendu, de l'entreprise. Alors également, ça concerne la ville de Paris, où là, il y a un certain nombre d'aides qui sont assez importants. Donc là, ça peut concerner le remplacement d'un véhicule professionnel par un autre utilitaire GNV jusqu'à 9 000 € pour un véhicule de plus de 3,5 tonnes. Ça peut aussi concerner l'aide à l'acquisition ou à la location d'autocars électriques. Et également, ça peut aller jusqu'à l'aide à l'achat d'un vélo cargo. Alors, la particularité aussi sur Paris, c'est que la Chambre de commerce peut être sollicitée pour obtenir une aide concernant le remplacement d'un véhicule professionnel par un autre utilitaire au GNV. Donc voilà pour les aides au niveau des métropoles. Et vous pourrez retrouver l'ensemble de ces dispositifs dans les liens que l'on a pu lister à la fin de cette présentation. Et puis de même, si vous avez une question concernant telle ou telle aide, nous pourrons y répondre à la fin de ce webinaire. Voilà, je laisse la parole à Madame Duport qui va nous expliquer comment constituer un dossier de demande de subvention. Bonjour à tous, donc je suis Bénédicte Duport, je gère donc la société Subventis depuis 2009. Je vais en quelques minutes essayer de vous expliquer le b.a.-ba des demandes de subvention et les pièges à éviter. Donc, comme vous le voyez là, la subvention a vraiment un rôle incitatif, c'est-à-dire que c'est un effet de levier pour les porteurs de projets et il ne faut surtout pas commencer à faire des investissements en espérant que la part de la subvention va compléter vos investissements. Il faut absolument que les investissements soient prévus dans leur intégralité parce qu'il y a des délais, des fois qui peuvent être toujours plus ou moins longs en fonction des élections régionales, des dispositifs qui changent. On vous l'a rappelé précédemment, il y a certains dispositifs comme le FEDER qui ne sont pas encore tout à fait au point parce qu'il restait des fonds et du coup, tout cela va prendre un peu de retard. Donc, c'est très important d'avoir son plan de financement bien organisé en amont. Donc, souvent, il y a tellement de fonds, vous avez pu aussi également l'entendre tout à l'heure. Sur ce webinaire, je vous ai mis les 3 grands types de fonds parce que parfois, on ne sait plus quel fonds correspond à quoi. C'est un vrai casse-tête, la subvention. Donc, la plupart du temps, les entreprises dans le secteur du transport sont souvent soumises aux aides nationales et régionales. Donc, il y a bien entendu l'ADEME, les agences de l'eau, la BPI. Nous avons aussi la CARSAT qui a mis en place aussi des dispositifs. Et sur les fonds structurels européens, il y a plus souvent, c'est le FEDER que vous utilisez. Mais sachez quand même qu'il y a encore d'autres programmes. Donc, comment raisonner? Donc, comme vous l'a expliqué Véronique S. Tout à l'heure, les dispositifs donc, sont nombreux. Il est indispensable de définir le mieux possible votre cahier des charges. En effet, donc, les subventions, elles sont versées aux entreprises sur des factures acquittées. Il est donc indispensable, j'insiste bien là-dessus, d'affiner au mieux vos devis, car les paiements des subventions sont toujours payés sur facture acquittée. Il faut justifier
il faut justifier les écarts de paiement. Donc, mieux votre projet est préparé à l'avance, mieux ce sera pour avoir l'argent une fois que vos dossiers sont passés en commission permanente, que ce soit pour des FEDER ou des appels à projets. Donc, la plupart des sujets qui sont traités pour les subventions, c'est bien entendu l'immobilier d'entreprise, les investissements immatériels. Alors, dans l'immatériel, c'est tout ce qui va être aide au conseil, comme cela vous a été présenté tout à l'heure, mais également le numérique. Le numérique, ça fait partie des investissements immatériels. Donc, le matériel, ce sont les outils de production. Il y a également des aides pour l'humain, c'est-à-dire pour l'aide au recrutement, pour la création de fonctions nouvelles au sein de vos structures et l'innovation. Alors là, il y a de nombreuses entreprises qui innovent sans vraiment le savoir. Alors, tout ce qui va être crédit d'impôt innovation ou crédit d'impôt recherche, sachez qu'il faut absolument qu'il y ait de la masse salariale pour pouvoir justifier ces crédits d'impôt. Il y a effectivement des entreprises qui innovent, mais à moins de révolutionner une invention, mais la plupart du temps, ne serait-ce que quand on fait une recherche avec des salariés pour améliorer un procédé au sein de sa structure, cela peut constituer de l'innovation et être une source de financement. Donc, il faut toujours, bien entendu, tout bien écrire et bien tenir son cahier des charges, encore une fois. Il faut également bien déterminer, une fois que vous préparez votre plan d'investissement sur 2-3 ans, il faut bien déterminer les impacts qualitatifs et quantitatifs que cela va engendrer, puisque vous savez que maintenant, la RSE et le développement durable est au cœur des sujets. Donc, il faut, la plupart du temps, maintenant, il faut défendre les dossiers par rapport à la RSE. Donc, les pièges. Alors, vérifiez surtout que le financement que vous allez mettre en place est éligible. Parfois, les entreprises financent leurs investissements par crédit bail, et ce n'est pas toujours éligible, car la plupart du temps, les entreprises demandent des subventions d'investissement, et les subventions d'investissement, cela veut dire que ces investissements doivent figurer sur le haut du bilan et donc être amortis. Quand l'on part sur du crédit bail, les loyers sont sur la classe 6. Donc, ça, c'est vraiment un point de vigilance qui rend le plus souvent les entreprises inéligibles. Il faut également être à jour de ces cotisations sociales et fiscales. Compte tenu du contexte économique à cause de la crise de Covid-19, il y a eu des reports de charges demandés. Alors, il faut absolument être au moins à jour des cotisations, au moins de la part salariale. L'État estime que vous les retenez sur les bulletins de salaire, donc c'est la moindre des choses d'être en règle par rapport à cette obligation. Les devis, attention, alors peut-être que pour les C2E, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça, mais tout ce qui va être de la subvention pure, les bons de commande signés et les devis également signés, vous rendrez inéligible. Parce que tout simplement, cela, je transcris donc, comment dire, ce que pensent en tout cas les administrations en face, c'est qu'à partir du moment où vous signez un devis, cela signifie que vous n'avez pas besoin d'aide. Voilà, et c'est exactement la même chose si vous versez des acomptes. Un dernier point de vigilance, il y a ce que l'on appelle les règles de minimis. Les règles de minimis, ce sont alors, toutes les subventions ne sont pas soumises à ces règles de minimis. Il faut que vous vérifiez à chaque fois si les demandes que vous faites y sont soumises ou pas, parce que l'on ne peut pas cumuler plus de 200 000 € d'aide publique sur des périodes lissées de 3 ans.
Voilà, j'espère avoir répondu. Merci beaucoup, Madame Duport. Eh bien, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Et en guise de conclusion, nous pourrons dire qu'il est important d'anticiper. N'hésitez pas à consulter régulièrement les sites du ministère et des régions afin d'être informé des derniers dispositifs en cours et de pouvoir bien optimiser vos investissements. Pour cela, il est important d'être bien conseillé et de nombreuses personnes sont compétentes dans les régions, les CCI, à l'ADEME ou encore les différents consultants répartis partout en France pour vous accompagner au mieux. Alors effectivement, on a balayé le maximum de dispositifs, mais il peut aussi y avoir d'autres dispositifs, notamment au niveau européen, le Tout Zéro, le LIFE, au niveau national, le plan France numérique, et puis la CARSAT aussi qui distribue, qui apporte des aides, et également dans les régions, comme on le disait, des aides qui peuvent être appelées à évoluer rapidement. Nous tenons à remercier Marion Chauveau et Sylvion Guiretti, chargés de mission au bureau de représentation de la région Nouvelle-Aquitaine à Bruxelles auprès de l'Union européenne. L'Adréal Grand Est, et particulièrement Nicolas Bouedvézy, qui nous a partagé son travail qui est en cours de finalisation sur les aides régionales et nationales. Et puis, bien entendu, nos deux intervenantes, Marie Porotto pour la société Stellis et Bénédicte Duport pour la société Subventis, pour leurs précieuses informations. Donc, comme on le disait tout à l'heure, vous pourrez retrouver l'ensemble des informations à travers cette présentation qui est possible de revoir en replay et sur l'ensemble des liens qui sont listés à la fin sur cette slide. Avant de passer aux questions, nous vous rappelons l'événement du programme EVE, qui est le rendez-vous du transport et de la logistique éco-responsable. Celui-ci se tiendra le 22 janvier 2022 à la Maison des Océans à Paris. Les inscriptions sont ouvertes à la fois en présentiel et en virtuel, et nous vous espérons le plus nombreux possible. Voilà, donc maintenant nous allons pouvoir passer aux questions. Aux questions. Qui ne sont pas sinon encore. La première, il y a déjà une réponse. La prime à la conversion ne concerne pas les poids lourds. Non, c'est le bonus. La prime à la conversion, je crois que se limite aux camionnettes. Non, pour les poids lourds, il faut aller vers le bonus. Le bonus écologique, c'est là qu'on trouvera l'aide de 50 000 €. Ensuite, est-ce que la prise en charge des coûts du suramortissement pour les poids lourds est valable aussi pour les poids lourds en location longue durée? Je suppose que c'est ça, location longue durée. Alors, attention, je pense qu'il ne faut pas mélanger le contrat de location que l'on fait entre deux entreprises et peut-être, oui, les options d'achat particulières. Voilà, je pense que non, j'ai un véhicule pour moi, LLD, c'est location longue durée. Donc là, non, c'est l'entreprise propriétaire qui pourra bénéficier de l'aide. Mais voilà, à voir si c'était bien le fond de la question. On a une autre question sur les vélos assistance électrique et vélos cargo. Bénéficient-ils des aides aux véhicules? Alors Arnaud a déjà répondu, mais oui, si, le bonus écologique donne une aide pour les deux roues, les remorques électriques pour les cycles aussi, les quadricycles à moteur électrique. Dans les régions aussi, on peut avoir des aides concernant les vélos voilà, cargo. En plus, alors, attention, il faut faire attention. Alors, il y a des aides qui sont cumulables, mais la plupart des aides ne sont pas cumulables. Donc ça nécessite d'être vérifié aussi. Donc si, les vélos, ils sont présents dans presque tous les dispositifs quand même dans le bonus. Je crois même qu'on peut aussi il me semble que on peut mettre excusez-moi, je vous donne
voilà, là c'était le bonus. La prime à la conversion, elle concerne aussi, il me semble, les vélos. Je crois qu'on peut avoir la prime à la conversion pour en échange d'un vélo. Ça, faut pas hésiter à solliciter les interlocuteurs au moment du financement. Écoutez, je crois qu'on a fait tout le tour des questions. Alors, je tiens juste à préciser une chose. J'ai dit tout à l'heure le 22 janvier pour le rendez-vous du transport. C'est le 27 janvier. Vous m'excuserez. Ah, cette erreur. Le 27 janvier 2022, à la Maison des Océans. Oui, effectivement, je crois qu'on a fait le tour des questions. Voilà, la question, une nouvelle question ci-dessus. Oui, une location, rapport commun, son neuf est juste financé par un organisme. Un utilisateur 100% est bien l'exploitant, donc le client du loueur. D'accord. Bah, écoutez, bah, merci beaucoup, Monsieur Garde, pour cette précision, qui est importante. Bon, je crois que nous sommes arrivés au bout de ce webinaire. Encore un grand merci pour nos deux intervenantes qui nous ont permis d'agrémenter autrement qu'en faisant des listes de toutes les aides. Et donc, peut-être rendez-vous au transport et à la logistique à la Maison des Océans le 27 janvier. Merci beaucoup, au revoir. En attendant, bonne journée et bonne fête de fin d'année. Oui, bonne fête de fin d'année. À bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.